Vous êtes prêts? Vous avez liké, commenté, vous êtes abonné, puis surtout, vous avez pris la flèche ou l'URL et vous avez basculé l'information partout? Très bien. Deuxième émission d'une longue série sur le transhumanisme. Dans la première partie, vous m'avez vu aborder la métaphysique, le post-métaphysique, des idées diamétralement opposées, où d'un côté, on retrouve le Créateur, nos ascendants Adam et Ève, et les concepts de dualité, de trinité, qui se rejoignent sur une chose, c'est que le corps est un support pour le spirituel, une porte vers d'immenses dimensions, et de l'autre, l'affront total de Darwin qui vous dit hop, plus de religion, j'impose mon dogme. La sélection naturelle, les forts écrasent les faibles, vont gagner et font l'histoire, et surtout, l'homme est cousin du singe. Et d'ailleurs, il nous dit, la théorie de l'évolution, c'est qu'en priorité c'était l'inorganique, les végétaux, les virus, les insectes, et par croisement et au fur et à mesure des cycles de vie, on arrive à l'animal, être organique, et puis des croisements à nouveau, des multiplications à l'être humain. D'accord? On avait vu notre âge culturel et déformé la théorie de Ernest Haeckel, puisque je vous disais que Dieu était certainement très puissant et qu'il avait mis comme des items, des références de toutes ses créations dans l'homme. Ernest Haeckel, c'est celui qui a la théorie de la récapitulation et qui vous dit que l'ontogenèse récapitule la phylogenèse. Non, on n'est pas en cours, beaucoup je pense ça ne leur parle pas, alors il y a la vulgarisation qui suit. Il entendait par là que les individus au stade fœtal de leur développement répètent les différentes étapes de l'évolution de leur espèce ou repassent à travers elle. Ainsi, on observe temporairement chez l'embryon humain des fentes en forme de branchies, vestiges apparemment du poisson adulte dont nous dérivons très lointainement. De même, ces pieds palmés et l'amorce d'une queue sont les vestiges d'une ascendance qui remonte à nos ancêtres amphibiens et aux mammifères primitifs. Ça, aujourd'hui, on peut le voir avec les échographies, les imageries médicales, ou par exemple, pour les bébés, dans la formation de leurs mains, c'est vraiment comme si c'était une palme. Et il y a bien d'autres choses qui pourraient nous ramener au développement de d'autres animaux. D'où l'idée même, est-ce que Darwin a raison? Ce que je ne crois pas. Ou est-ce que plutôt Dieu est puissant et dans les premiers développements, il met tout? Et on va le recouper avec ce livre-là, qui est La revanche du serpent ou la fin de l'Homo sapiens. Selon Haeckel, les êtres humains ont évolué jusqu'à leur apparence actuelle selon un processus d'adaptation bâti sur des étapes morphologiques antérieures. En d'autres termes, l'embryon humain, dans son développement ontogénétique, commence par récapituler, puis surpasse les formes adultes ancestrales de l'histoire de son évolution. On avait après développé bien plus longuement sur ceci, et je vous propose d'aller découvrir ce livre et d'aller à la page 49-50. Dans le chapitre de sa Summa contra Gentile, qui constitue une véritable ébauche d'une philosophie de l'évolution, saint Thomas d'Aquin enseigne, je le cite, que l'âme végétative est en puissance à l'âme sensitive, et l'âme sensitive à l'âme intellective, comme il apparaît dans la génération humaine, où le fœtus vit d'abord de la vie de la plante, puis de la vie animale, et enfin de la vie de l'homme. Fin de citation. Constamment développée par saint Thomas d'Aquin, cette théorie étonnamment moderne ouvre la voie à une vision dynamique de l'embryon, substance donnant naissance à une autre substance, devenant formellement humaine, quand elle bénéficiera de la vie intellective. Et moi j'ai continué l'idée plus loin, je vous ai constitué un poste, et je vous ai dit c'est incroyable. Dans les premiers cycles de la vie, les gamètes masculins, féminins viennent à se rencontrer. Donc là, on est dans le développement cellulaire. Puis arrive l'idée du développement végétal. On est toujours, on va dire, dans l'inorganique. D'accord? Et au 14e jour, par là, ça y est. On commence à avoir l'émission un peu des cellules qui vont développer l'organe, par exemple, pour faire le rein, l'organe pour les poumons, et bien d'autres choses encore. Et là, on voit qu'on passe dans l'organique.
dans le côté du monde animal. Et l'homme se finalise par sa puissance de l'esprit. Donc il renvoie à la conception de la métaphysique et de l'accès au spirituel. Ce que la plante n'a pas, ce que l'animal lambda non plus n'obtient pas. Seul l'humain peut passer à cette étape-là. La finalisation qu'il ramène à la genèse de la Bible, où l'homme est fait à l'image de Dieu. On était après passé sur l'importance de la famille qui fait la société, qui est donc une micro-société dans l'immense civilisation, et qui permet d'offrir un héritage des plus importants, le discernement du bien et du mal. Donc tout parent qui réussit sa mission aura donné un héritage culturel, familial, historique et pourquoi pas même biologique par la lignée cellulaire à ses enfants. Il lui restera donc à lui transmettre après l'un des meilleurs héritages, la connaissance du bien et du mal, issu ou non du fruit qui a été croqué. Sauf que certains veulent maintenant s'atteler à la démarche du transhumanisme, c'est-à-dire transformer l'être humain, pour après le mener au post-humanisme ou non, dont on reparlera dans une autre série d'émissions, puisque ça serait attacher le spirituel, la conscience de l'homme, seulement au cerveau et à la possibilité de transférer l'hardware à un autre hardware. Donc, c'est plus le corps biologique, c'est le corps mécanique, et ce qui le faisait fonctionner, le software, le logiciel, qui était le réseau de neurones, où chacun on a nos propres perceptions du monde, nos façons de nous exprimer, d'aborder ou non des activités. Bref. Et là on en arrivait à la famille, et dans ce livre, Le meilleur des mondes sexuels, à la page 78, il est dit que la famille traditionnelle est d'évidence le seul rempart contre cette autodestruction des nouvelles générations. Je cite. « La famille est une école de vertu sociale dont la société ne peut se passer. Elle est un espace affectif où les jeunes construisent leur personnalité. Lieu d'apprentissage permanent, lieu d'apprentissage de la solidarité, amortisseur de la crise, les familles maintiennent le tissu social. » Plaide la lettre numéro 18-6 1998, donc je pense que c'est du 18 juin 1998, de l'APPF qui ajoute, je cite, « Nous avons rappelé la nécessité de reconnaître le travail parental qui, s'il n'est pas assuré par eux, doit être pris en charge par la société et à quel coût. Coût d'accompagnement scolaire, médical, psychologique, social des jeunes mal nourris, dépressifs, drogués ou marginalisés, coût réel des structures collectives de garde. Que fait l'État ? Il ridiculise et détruit la famille. Je cite. « Pas d'avenir sans famille », c'est le titre de L'Homme Nouveau du 24 juin 2007 qui transcrit une exhortation du père Alain Hockmiller, prieur de l'Institut de la Sainte-Croix de Rimaud, institut qui prend en charge donc les villages d'enfants dont un certain nombre ont particulièrement pâti de la dislocation de leur famille. Tout de même, nous voyons déjà que, en s'attaquant à la famille, ils créent des ordres marchands. Donc ils servent le côté du capitalisme. Et qu'est-ce qu'une famille ? Dire bien construite. Pas les nouveaux modèles où les parents viennent à divorcer, où le môme connaît 3, 4, 5 parents dans le polyamour, ou je ne sais quelle dérive encore. Et là, dans ce côté de la Sainte-Croix de Riaumont, donc cet institut qui prend en charge, on a vu, les villages d'enfants, il a été dit « Cellule de base de la société, la famille est le modèle de toute vie en commun, de toute société. Quand la famille est malade, c'est toute la société qui souffre d'un redoutable cancer. Non, ce n'est pas à l'homme, fût-il député, ministre ou président, ce n'est pas à l'homme d'inventer et de réinventer la famille. » Je cite. En créant l'homme et la femme, Dieu a institué la famille humaine et l'a dotée de sa constitution fondamentale, c'est-à-dire un homme et une femme unis en mariage qui forment avec leur enfant une famille. Ce qu'on voyait inscrit dans le droit romain, le droit d'avoir un père, et dans ces mêmes cellules de justice, celui d'avoir droit à la mère. Donc un père, une mère. Si après la nature passe malheureusement et crée des drames, c'est les aléas. Mais créer des tares exprès pour favoriser les désirs, les projets des uns et des autres, ça en devient morbide. Même si,
en dehors de la PMA et de la GPA, on connaît ou non des témoignages de gens qui ont été conçus juste par, voyez-vous, pur désir entre guillemets. C'est pas le désir de l'homme et de la femme de former une famille, hein. Non, c'est plutôt le je veux, j'exige, l'insolence. Et on a l'exemple sur internet de quelqu'un qui veut me donner des leçons et qui explique que s'il a insulté son père et sa mère d'enculés, c'est parce qu'en fait sa mère c'était une gouine. Et en fait elle ne voulait pas de mari, elle voulait seulement un gamin. Donc en effet, pour lui c'est certainement déstabilisant et on voit très bien aujourd'hui ce que ça peut engendrer pour la société. Assistanat, défaitisme, certainement troubles psychologiques et d'autres soins encore à apporter. Revenons à ce qui est inscrit. Cette disposition précède toute reconnaissance par l'autorité publique. Elle s'impose à elle. Le monde se dresse orgueilleusement contre cet enseignement. Les sirènes de la culture, de mort, nous chantent sur tous les tons que l'homme n'a que faire de la famille, que la famille entrave la liberté, qu'elle étouffe la spontanéité, qu'elle est le vestige d'une époque patriarcale révolue dont le progrès a eu raison. Et après, des Simone de Beauvoir, de Mon corps, mon choix, on ne naît pas femme, on le devient, vont être transformés en femmes. La procréation est en train de te détruire ta liberté de carrière, ou encore t'emmène à des tâches d'être mère. Et on te réduit qu'à ça, à ton côté, de donner la vie, comme si c'était une honte et quelque chose d'illégitime. Les hommes, paraît-il, naissent libres et égaux en droit, formule ambiguë d'où découlent 1000 contre-vérités. Non, l'homme ne naît pas libre. Il naît faible et démuni. Il naît vulnérable et menacé, plus que jamais menacé d'ailleurs par cette société qui lui chante qu'il n'est libre, mais qui lui retire le droit d'abord, le droit de naître. Dites-moi, qu'est-ce que la liberté du petit homme qui naît? S'il survit au fléau criminel de l'avortement, le nouveau-né n'a que faire de cette liberté individuelle théorique, qu'on ne lui donne d'une main que pour mieux lui la retirer de l'autre quand on met en péril sa famille. La véritable liberté d'un enfant est entre les mains de ses parents. Elle n'est protégée que par des parents qui, fidèles à leur mission sacrée, sont prêts à faire, justement, le sacrifice de leur propre liberté, de leur tranquillité, de leur confort, de leur caprice, pour se mettre au service des enfants auxquels ils ont donné la vie. Le premier droit de l'enfant, son véritable bien, est d'avoir une famille stable, sereine, unie. Pour protéger l'enfance contre les assauts furieux du monde, nos familles doivent être des remparts, elles doivent être des citadelles. Donc une société dans la société. Ce qui nous emmène à ce livre, Résistance au meilleur des mondes, dont je vous ai déjà parlé, et à différentes choses, notamment à la page 56 où il nous est dit pourquoi justement la société s'attaque à la famille. La célèbre apostrophe de Gide, je cite, « Famille, je vous haïs », pourrait servir de cri de guerre à tous les totalitarismes qui ont prétendu recréer l'homme à l'image que lui prêtait leur idéologie respective, c'est-à-dire celui qui se met en place aujourd'hui. L'idéologie, enfin en tout cas celle qui se met en place, qui n'y fait pas exception. Car cette communauté première préexiste à la société elle-même, comme le constate Rousseau au début de son contrat social, ce qui explique qu'elle ait longtemps échappé aux intrusions de l'État. Pour un pouvoir totalitaire et révolutionnaire, il est donc indispensable de briser cette cellule essentielle qui est, en outre, lieu de transmission, puisqu'elle est éducatrice par fonction et par vocation. Or, le modèle familial traditionnel, conservateur par nature, transmet des modes de pensée, usages, valeurs et traditions héritées de l'ancien monde, dont la destruction est désirée et programmée. On efface les stéréotypes, pour qu'il n'y ait plus vraiment de genre homme-femme, au point même où on dit que c'est le paroxysme de la démocratie que de choisir son genre, faisant abstraction de la biologie XX pour les femmes, XY pour les hommes, même s'il y a quelques variables. Effaçant le modèle traditionnel millénariste de l'homme et de la femme qui ensemble ont un enfant, forment une famille, une stabilité, et ne sont pas forcément épris de perversion. Voyez-vous. Ainsi,
Les familles apparaissent comme des îlots de résistance à l'idéologie et à la nouvelle anthropologie que le régime ou le système veulent instaurer. Et de la réduction de ces résistances dépend la formation intellectuelle et morale des générations futures, gage du triomphe de la Révolution et de sa perpétuation. Voilà pourquoi, dans les écoles, dès le plus jeune âge, des intervenants sociaux arrivent et disent que les jeunes peuvent s'adonner à des sexualités. Et surtout, qu'ils peuvent même être dans le polyamour. On avait vu l'affiche des plus scandaleuses de ce planning familial, qui d'ailleurs a promotionné l'utilisation de pilules de lendemain, de capotes, pour forniquer et ne plus avoir le vrai rapport, celui de l'amour, celui de trouver une vertu et de s'intéresser à l'autre, non. Aujourd'hui, c'est que de la distorsion. C'est de la manipulation des uns et des autres, d'ailleurs. Pour soit mettre à son palmarès une conquête de plus, ou bien se farcir telle et telle personne. Sauf que tous ces gens, comme on l'a vu avant, ils vont tomber ni plus ni moins dans la dépression. Ils vont avoir des mauvais comportements, qu'ils soient alimentaires ou non d'ailleurs. Quand on efface la famille, on efface la société. Parce qu'ils ont l'idée même de ce qui est inscrit dans le meilleur des mondes. Vous appartenez à tout le monde. Vous êtes de la communauté. Vous ne devez plus, comme ça, être dans un danger familial où il peut y avoir des violences, où vous n'êtes pas protégé par l'État nounou surpuissant. Il faut abolir ça. La famille, c'est pas assez bien. Donc pour ce faire, d'abord, il est question de l'effriter, de créer une rébellion des enfants contre les parents. Et pour ça, mai 68 a très bien fait son travail, mais c'est pas que la seule période. Il y a l'idée derrière aussi de vouloir toujours plus consommer, d'être un modèle d'un modèle. C'est-à-dire, non pas ta propre personne, avec ta personnalité et ton comportement, mais te calquer sur des ingénieries par les influenceurs, par ce que tu vois dans les spots publicitaires ou dans les dessins animés, qui vont petit à petit façonner ta nouvelle personnalité. T'effacer pour appartenir à un groupe plus grand. Et toujours, voyez-vous, qui prend de l'espace. Au point où demain, au nom du bien-être, on dira, allez les gamins, on vous met tous dans des écoles, vous êtes gardés, et c'est l'État qui prend votre charge, vos parents vous ont que le week-end pour faire joujou, entre guillemets, vous prendre comme des objets de mode et vous déplacer auprès des autres. Alors, on le voit dans la page 67, la famille traditionnaliste résiste quand même. Toutefois, la famille traditionnelle résiste toujours puisqu'elle reste majoritaire en France. Les couples qui restent unis demeurent heureusement plus nombreux que ceux qui se séparent. Et sondage après sondage continue d'apparaître aux jeunes Français comme un idéal à atteindre. On ne se marie pas dans la perspective de divorcer. Même si aujourd'hui, tout a été mis à portée de clic. Les applications ont été développées pour qu'il y ait des rapports extra-conjugales, des tromperies légalisées, et puis qu'après, il y ait des conflits qui viennent à éclater et qu'en quelques clics, c'est bon, le divorce soit opéré. Alors après, il y en a certains qui vont dire « Madame, c'est barré avec les gamins parce que c'est comme les bonnes femmes, elles ne pensent qu'à elles ». Alors que quand on peut remonter dans le passé, on voit aussi des comportements, on va dire, issus un peu d'adolescence retardée. Des adultes qui sont en réalité dans un certain âge, mais qui veulent dénoncer la société et donc travailler, c'est de l'esclavagisme. Donc il n'y a que madame qui va ramener au foyer ce qu'il faut. Bon, vous doutez bien qu'en plus quand elle vient et qu'il se prend pour l'alpha, entre guillemets, qui lui dit va faire la popote, fait de ménage, elle n'a rien à gagner d'un tel personnage. Et ça c'est généralisé dans la société, ce qui mène à la page 88. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent plus justement se comporter en homme, et des femmes, pareil, qui ne savent pas devenir femmes. Donc on en vient à faire s'effacer les rapports humains. Et les stéréotypes, d'un coup, il ne suffit pas de se déclarer alpha pour l'être. C'est dans les agissements. Alors derrière, ça va entraîner d'aller travailler, de ramener ce qu'il faut dans l'assiette, d'obtenir un certain comportement. Un alpha, il n'est pas présent sur Internet à, par exemple, quémander pour aller sortir ses gamins, pour leur offrir des cadeaux. Ah non, il sait se prendre en main. Il fait des rencontres. Il est là, il est à peu près conscient de la société, il fait en sorte qu'il offre le meilleur cadre à ses enfants. Par exemple,
Il y a bien d'autres phénomènes encore que l'on pourrait imaginer. Malheureusement, et la fornication, et la perte d'identité, et l'évincement des repères mènent à ce que la ministre montre le vrai visage de sollicitude à l'égard des mères au foyer qu'elle s'apprête à taxer pour mieux les protéger. Il nous est dit, je cite, « Aujourd'hui, près de 50% des couples finissent par se séparer », explique-t-elle. Ces séparations sont le révélateur des vulnérabilités induites pour les femmes et pour les hommes par une répartition trop sexuée des rôles. Les femmes en particulier se retrouvent précarisées car elles ont moins investi sur le champ du travail. Alors, tout ce qui peut donc favoriser la biactivité au sein des couples évite aux individus de tomber dans la précarité une fois le couple défait et invite à ce moment-là à ce que et les hommes et les femmes travaillent, pas seulement pour le marché, mais aussi pour se préparer à divorcer. Comme aujourd'hui, il y a des contrats. C'est plus le mariage pour le mariage, c'est se préparer. Tu inscriras tel bien là, sur le document. Son divorce, je veux la table. Toi, tu prendras le canapé. C'est ce genre d'idée. Et malheureusement, ça mène à ce que quand les êtres humains se rencontrent, ils sont de plus en plus méfiants. Mais ils savent qu'ils sont dans une société qui a été pervertie, qui emmène à la sexualité partout, à la tentation avec les collègues de travail. Et parce qu'il y a des sorties, il y a maintenant de plus en plus de séminaires. Alors tu te dis, est-ce que ta femme, elle va vraiment respecter ou est-ce que derrière, elle va pas être tentée, puisqu'elle est aussi humaine, et malheureusement te trahir? Il y a tellement de choses. Et comme la religion n'est plus pratiquée correctement, c'est-à-dire les gens vont piocher ce qu'ils veulent et adoptent d'autres comportements qui pourtant paraissent païens, te disent, c'est bon, je suis parfait. C'est la triste réalité. Qui nous mène d'ailleurs au grand métissage aussi. Parce que quand tu fais en sorte de créer des minorités ethniques et de facto tu entraînes de leur donner une image par les médias ou par les discours ambiants, voyez, les pauvres, ils sont oppressés par exemple par les blancs, tu viens à créer une tentation chez les femmes d'aller se métisser. Et elles vont se retrouver maman solo avec un gamin, comme je vous disais. En France, c'est à peu près 2 millions de mères célibataires. C'est pitoyable. Et c'est des gamins qui vont vivre dans de mauvais repères. Et qui vont se retrouver après à être dégoûtés parce qu'ils savent que, par exemple, certaines daronnes tapinent. C'est-à-dire qu'elles vont se retrouver, comme elles sont seules, elles ont besoin, elles sont comme les autres, les hommes aussi, des êtres sociables. Et elles vont faire des rencontres, mais tomber sur des charros qui n'ont que rien à faire de leur situation et qui vont pas s'amuser à élever un gamin qui n'est pas le leur. Donc ils vont seulement aller taper dans le fond et repartir après. Ça peut paraître vulgaire ce que je dis, mais c'est la réalité. Et le métissage a servi à ça, à s'attaquer aux familles. Et d'ailleurs, derrière, ça entraîne aussi à l'effacement d'un peuple, le remplacement. Dans le livre Métis, du docteur que je vous ai partagé récemment, et dont je vous ferai une lecture sur comment dirais-je, Odyssée, à la page 219, il nous dit « Le féminisme, tel qu'il était à la fin de 1939, constituait déjà un danger social. » Donc c'est avant, voyez-vous, 1968, déjà dès 1939, il y a des revendications qui sont portées, non pas pour la libération de la femme et on va dire faire cesser certains scandales où elle doit demander à son homme pour accéder au compte bancaire, où elle n'a pas le droit de vote, à ce genre de choses. Et aujourd'hui, par contre, on est dans l'idée que la femme, c'est plus seulement l'égal de l'homme, elle doit lui être supérieure. Et ça mène à tous les drames que l'on voit. Alors, on a dans Le meilleur des mondes sexuels, qu'on revienne à cet autre ouvrage, l'idée de Simone de Beauvoir, à la page numéro 62, où Simone de Beauvoir écrit en 1949, dans les mêmes années à peu près, « Le deuxième sexe est considéré par la quasi-totalité des militantes féministes comme le texte fondateur de la doctrine qui a suscité un mouvement international de libération de la condition féminine dans la deuxième partie du XXe siècle. » Donc après, il a tiré ce côté où Simone de Beauvoir aura le surnom
de mère spirituelle de la deuxième vague féministe, la mère de la première vague étant Margaret Sanger, la fondatrice de l'Internationale du planning familial. C'est là où vous voyez où je vous emmène. On perd le côté spirituel, on a derrière le concept de Darwin, donc le post-métaphysique, qui après approuve la différence des races, etc., l'idée du grand métissage des êtres humains, par ceux qui veulent s'accaparer du transhumanisme, transformer l'humanité, et derrière, à l'évincement des familles, qui faisaient une opposition à leur progressisme. Et nous retrouvons, dans l'attaque, Margaret Sanger, qui est à l'international du planning familial, apprenait ni plus ni moins que l'eugénisme des basses classes, des êtres qui sont médiocres, tu vois, qui sont ouvriers, quoi, de la plèbe, comme il pourrait dire, dont je fais partie aussi. Et que seule l'élite doit se reproduire. Et nous ne sommes donc plus sur le naturel, mais l'artificiel. Puisque ces gens, les Webb, à l'origine de, par exemple, la London School of Economics dont on avait parlé, qui arrive à Karl Popper, la société ouverte contre celle qui est fermée. Donc nous sommes tous issus de la même race et pas seulement de la même espèce. Nous avons tous apparemment une seule culture, une seule religion. Et nous devons foncer tête baissée vers le programme socialiste international, qui n'hésite pas à franchir l'inacceptable, dont on reviendra après dessus. Page 63, le deuxième sexe postule que la société patriarcale n'a cessé d'entretenir le principe que la place naturelle de la femme est au foyer, et que les femmes, elles-mêmes pénétrées du sentiment de leur infériorité, trouvent dans le mariage une fuite devant la crainte de demeurer célibataire et de ne pouvoir s'assumer seules dans la société. Le livre dépeint leur vie au foyer comme un piège. Elles lui sacrifient leur carrière et en raison de la lourdeur des charges domestiques, sont dans l'impossibilité totale de se réaliser. C'est-à-dire que il y a certaines femmes qui ont réussi à rentrer dans la médecine, dans l'éducation, et on veut nous faire entendre que si elles se marient avec des hommes, elles se retrouveront prises au piège au foyer. Donc vaut mieux faire une carrière professionnelle que de réussir une carrière de vie à élever ses enfants et justement à leur donner toutes les capacités en main. Sachant que l'éducation des enfants, imaginons même, allez, 4 enfants, ça se fait sur à peu près 25 ans. D'accord ? S'ils ont été faits à la suite, si je puis dire. Dans les premières années des relations du couple, la femme peut très bien avoir son activité professionnelle, mais lorsqu'elle devient mère, vaut mieux pour elle se retrouver au foyer et avoir du temps libre que d'être asservie au marché. Si après, une fois que ses enfants sont devenus adultes, elle désire maintenant reprendre une activité par loisir ou par ambition de carrière, elle le peut. Et ce n'est pas un frein. D'ailleurs même, beaucoup auraient préféré non pas être, voyez-vous, à la tâche répétitive de l'industrie comme le décrivait Simone Weil, mais plutôt à élever les gamins si c'était possible. Derrière ça, il y a donc un travail de désaliénation à faire. Le mouvement queer emploiera plus tard, mais dans un sens plus fort, la formule déconstruction culturelle et sociale de la différence sexuelle. Et il ne peut être accompli que par la femme. Simone de Beauvoir l'affirme. Je cite. « On ne naît pas femme, on le devient. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. La femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité. Il ne faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. Les femmes d'aujourd'hui sont en train de détrôner le mythe de la féminité. Elles commencent à affirmer concrètement leur indépendance. Mais ce n'est pas sans peine qu'elles réussissent à vivre intégralement leur condition d'être humain. » Fin de citation. Et voici le moyen assuré d'y parvenir et d'obtenir au besoin leur pleine indépendance. Je cite. « C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui l'a séparée du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. » Non, c'est pas une parodie, c'est pas une caricature. C'est ce qui a été promotionné à l'époque. Au moment où le capitalisme
avait besoin de bras pour faire fonctionner les machines, et surtout voulait développer d'autres marchés. Ne pas augmenter les salaires. Un homme qui ferait une production, non. Autant avoir deux êtres humains et qui se font en concurrence du jour au lendemain. Alors derrière, si on revient un peu à la page 60, 59, 60, elle nous met, alors là c'est pas Simone de Beauvoir, mais il y a 3 définitions pour ce que la famille en mouvement représente. Puisqu'on est toujours sur la famille qui fait la société, et on verra après par cet effritement et l'attaque justement contre l'humanité et sur ce que représente la procréation. Y aura-t-il un permis par la suite d'être parent au nom du bien-être de l'enfant, de la non-maltraitance et encore peut-être même du quota d'êtres humains sur la planète pour qu'on puisse la faire respirer aussi, le principe de population à Malthus. Il y a des interrogations. Là, il nous est dit, Serge Éphèse, psychiatre et auteur de « Quand la famille s'en mêle », nous dit « Les progrès de la démocratie, l'égalité des sexes, la maîtrise de la contraception et le divorce par consentement mutuel ont aboli les contraintes et permis la liberté de choix. Le mariage est devenu un contrat et l'institution a fait place à la quête de l'épanouissement personnel. » Fin de citation. Le même emploie plus loin la formule de mode de vie familial à la carte. C'est en effet le propre d'un contrat et l'inverse d'une institution. Le choix des mots n'est pas innocent. Progrès, égalité, maîtrise, liberté, épanouissement s'opposent au mariage. Puisque le mariage est un contrat. Une promesse entre l'homme et la femme, de façon mutuelle, plus auprès du Créateur, à la vie et à la mort. Même si, au-delà de la mort, normalement, de ce qu'il est inscrit dans la Bible, on ne vient pas à se rencontrer comme tel. Même si beaucoup l'espèrent, il inscrit des choses différentes, avec l'exemple de la femme et des 7 frères, le premier décède, puis à l'épouse de le deuxième, et jusqu'au 7e, et la question est posée. Et Seigneur, qui elle épousera et avec qui elle sera au paradis? Et il est dit, ni avec le premier, ni jusqu'au 7e, puisqu'on sera sous une forme différente. Le biologique s'est effacé. Ce qui était, voyez-vous, de l'argile et retourne à l'argile. Ce qui était intéressant, c'était de voir le contenu, pas le contenant. Et le contenu, c'était d'être mis à l'épreuve, de voir qu'est-ce que l'on ferait du langage, comment on constituerait justement la famille. Et est-ce qu'on viendrait à nouveau à croquer dans le fruit d'une démesure? Le premier était celui de la connaissance du bien et du mal, le deuxième de l'immortalité. Est-ce que l'on viendra à franchir le cap de se prendre nous-mêmes pour des dieux et à enlever, voyez-vous, par exemple sur Terre, les autels, les lieux de culte, les ziggourats, les églises et tous les autres lieux qui peuvent exister, pour y dire maintenant l'homme est l'homo deus, après être monté dans la société, avoir pris connaissance des tas de choses et être arrivé à comprendre le langage de Dieu, au début était le Verbe, et que ce soit du végétal, de l'animal à l'humain, et même, voyez-vous, de d'autres mondes encore, des virus, des maladies, des cellules, bref, c'est du A, du C, du G, du T. ACGT. Il me semble qu'il y a du H aussi, pour les ARN messagers. Donc, on est sur de l'ADN et de l'ARN. C'est tout ça le langage de Dieu, la symphonie même de sa vibration qui est tout autour de nous. Tout ce que l'on peut voir est constitué de A, de T, de G, de C et de H. Et de U, il me semble aussi. Vous voyez, mais en tout cas, il y a un langage comme ça. Et le livre de vie, qui à l'époque n'était pas perceptible de l'être humain, l'est aujourd'hui, puisque dedans, et j'ai trouvé ça incroyable, par les technologies qui ont été développées, l'homme a à la fois ouvert sa vision sur l'infiniment grand, par les télescopes, par, je ne sais plus comment il appelle ça, mais c'est pareil, c'est la même chose. S'ouvrir aux galaxies, aux univers, et il est aussi rentré dans l'infiniment petit. Découvrir le microscopique, le nanoscopique, si je puis dire ça comme ça. Les nanoparticules, le langage de la vie, comment le cycle de développement arrive, et tout à la suite. Alors, à cette page 60,
je reviens sur le modèle familial, soi-disant que ça empêcherait l'épanouissement, que ça couperait les libertés, alors qu'en fait, aujourd'hui, au nom des libertés, on ne peut plus rien dire. Torch of Freedom, je vous rappelle cette expérience, la torche de la liberté à Édouard Bernays. Tu peux pas dire aux femmes qu'elles se polluent, c'est leur droit. Aujourd'hui, tu peux pas dire aux gamins que se transformer de garçon en fille, c'est mauvais parce que en fait, ça va contre sa constitution biologique et que c'est plutôt une sorte d'altération de ce qu'il est. Peut-être par, voyez-vous, le calcage de certains sur lui-même pour l'orienter à changer et le matrixer à son plus jeune âge, pour répondre ou non à des marchés, comme c'est le cas avec le Tavistock Institute. Donc on voit que c'est pas la liberté, c'est la pollution. La maîtrise, non, au contraire, c'est l'hubris, la démesure. L'égalité, encore moins. Par l'idée même de modifier le vivant, par exemple, on en arrive à créer des inégalités. Par le fait de dire que maintenant, les enfants ne vont plus vivre dans une famille constituée d'un homme et d'une femme pour parents, père et mère, mais par parent 1, parent 2, et la suite au possible, bah, on crée des inégalités entre les enfants qui ont deux mères, ceux qui ont deux pères, ceux qui ont, voyez-vous, un seul parent qui a été fait par GPA, ceux qui ont été commandés d'ailleurs par des mères porteuses. C'est là où on crée vraiment le marché de l'inégalité. Alors, parler de progrès, moi je vois plutôt une dévolution de la chose. Il y a une perte de valeur, une dévaluation. On a après une deuxième définition de André Burguer, historien directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, qui nous dit « La famille subit des transformations comme elle en a connu beaucoup par le passé. C'est une illustration de plus de sa plasticité. » Question. Y a-t-il de bonnes et de mauvaises transformations? Telle est la question. Laurent Toulemont, chercheur à l'Institut national d'études démographiques, INED, de la disparition de la famille, il dit, je cite, « Elle fait plus que résister. Elle s'adapte et ne s'affirme que davantage sous des formes plus riches et plus complexes. Elle est devenue une valeur refuge et un cadre de solidarité. En un mot, la famille n'est pas menacée, elle évolue. Un maître mot dans le langage feutré de ses ennemis. Elle s'adapte. Même observation. Question. La valeur refuge et le cadre de solidarité, c'est pour l'époux, l'épouse et les enfants du premier mariage ou du second, voire du troisième? On s'arrête où? Sollicité par le gouvernement Jospin de coordonner un rapport en vue d'une conférence de la famille tenue le 12 juin 1998, Irène Théry, sociologue chérie de la gauche caviar et féministe, avait proposé dans ce rapport intitulé « Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée » d'assimiler le concubinage au mariage, quel que soit le sexe des partenaires, et d'instituer un divorce administratif, c'est-à-dire prononcé sans juge et sans avocat par un officier d'état civil, ce qu'un nouveau projet du gouvernement Fillon tend à mettre en place. Donc on est sur un livre un peu ancien, mais il est bien de revenir dans le passé et de voir comment tout a été saboté. Et est-ce qu'on pourra en rééchapper ou non? Page 68, donc on revient à l'idée notamment de Madame Marie Jobonnet, administratrice, plutôt admiratrice, peut-être qu'elle a administré ou non ses idées auprès de d'autres, de Simone de Beauvoir, le soin de conclure. Je cite. « Bien que quelque peu décevante, la figure de la lesbienne proposée par Simone de Beauvoir a tout de même le grand mérite d'avoir ouvert la voie aux réflexions et aux débats qui ont cours dans les milieux féministes, surtout américains, depuis les années 70. À partir des analyses beauvoiriennes, tout un mouvement s'est dessiné, forçant chacune et chacun à repenser la sexualité et surtout ses liens avec la famille, l'État et le système économique en termes de subjectivité et multiplicité de perspectives. » Fin de citation. Ce qui ramènera au vagabondage sexuel et à la révolution au nom d'une fausse libération de mai 68. La multiplicité de perspectives dont elle conclut, c'est-à-dire les lesbiennes ou les multiples conquêtes, c'est en fait le vagabondage sexuel au gré des attraits du moment, quel qu'il soit. Nous retrouvons un peu plus loin le combat d'un nouveau genre,
cette exigence de liberté de choix sous le vocable d'orientation sexuelle. Le concubinage, appelé actuellement union libre, avait pris initialement la tournure de ce que l'on nommait, il y a encore quelques années, le mariage à l'essai. Et c'est surtout ça, après qui tend à évacuer le principe même du mariage, jusqu'à lui opposer, dans quelques cas, en nombre limité, les dispositions financières du Pacs. Donc les avantages à être pacsé. Non plus marié au sein de l'Église, pacsé pour après en fait même entraîner le mariage à l'état civil par aussi la mairie. Et le projet de Jean-Luc Mélenchon, que l'on n'oublie pas, c'est inscrit dans ce livre, mais je l'ai également repris dans Nom de code Nouvel ordre mondial et la guerre ouverte contre les peuples, où Jean-Luc Mélenchon avait porté le projet du Pacs pour mener au mariage homosexuel. Et que celui-ci a été repris donc par deux personnes, s'est développé plus loin dedans, qui ont mené au Pacs, soi-disant pour les gens qui ne veulent pas passer par l'église ou encore par un mariage qui veulent seulement une sorte d'union, pour l'avantage notamment fiscal, si on peut voir ça comme ça. Et puis 2010-2013 à peu près, ça y est, le sabotage est là. Mariage homo, qui ouvre la voie à l'adoption. Et par la suite à la PMA pour toutes sous Macron. Jusqu'à l'idée de GPA. Alors on a un autre livre, Le bonheur blessé. Dedans, à la page 55, on voit que, après le vagabondage sexuel, on extirpe l'homme de ses relations à l'autre et la femme pareil. Et on les entraîne ni plus ni moins que dans le vice, dans le côté du voyeurisme. Non plus l'idée de rencontrer l'autre et, ou non, au possible, d'avoir un rapport et puis d'engager une vraie relation. On rend l'homme pervers, solitaire, attaché à de la bestialité et surtout bien saupoudré de violence. Pornographie, du sexuel sans relation. Apparemment, la pornographie n'a plus rien à voir avec les questions abordées par cette étude. S'il est un domaine artistique ou, sauf sordide, mise en scène, on ne s'attend pas à envisager la procréation. C'est bien celui de l'industrie du sexe. Avoir cassé la norme des rapports humains, le côté d'être un peu pudique, de ne pas rentrer dans la fornication, donc avoir, voyez-vous, des règles établies. Quand on a balayé tout ça, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a plein de marchés ouverts. Le marché des rencontres éphémères, celui de tromper son mari, voyez, par des relations extra-conjugales. Le marché également des avocats pour ceux qui vont après saisir la justice pour les séparations. Les huissiers ou non. Vous voyez tous les ordres marchands que ça entraîne. Et les gamins qui, par leurs parents séparés, les conflits qui voient le jour, vont soit être dans un suivi psychologique, soit être mal dans leur peau et donc passer sous médicaments, ou bien encore carrément délirer, ne pas se ressentir homme ou femme, être LGBT et tout ce qui s'ensuit. Et je peux vous faire comme ça une étude qui pourrait durer des heures et des heures. On est déjà à 45 minutes de contenu. Je pense être efficace pour cette deuxième partie. Rappelons qu'une fois qu'on aura fait donc métaphysique, post-métaphysique, famille, destruction, hypersexualisation, on va après se pencher sur la procréation. Et là, PMA, GPA, donc sur la biotechnologie, avant d'être sur la nanotechnologie, et vous le verrez, je crois que je l'ai mis à proximité. Non, comme par hasard, il doit être derrière. Sur le côté du cognitivisme, la façon dont il modifie par l'ingénierie sociale notre perception du monde aussi. Revenons à ça. Donc elle constitue même l'ultime dissociation entre le désir et son objet. Rien apparemment de plus sécurisant. La pornographie n'est-elle pas l'expression la plus aboutie d'un sexe délivré de toute composante affective, corporelle et même relationnelle? Certains vont même nous dire, vous voyez, fut des époques, il y avait des femmes qui étaient mariées de force. Il y avait des viols. Il y avait même de l'inceste. Alors après, il y a eu les filles de joie qui sont arrivées, qui est quand même scandaleux parce que souvent en plus, elles arrivaient à un jeune âge et on parle de la France. Partout dans le monde ça existait, mais si on focus en France,
On voit que par exemple en Auvergne et dans d'autres endroits, il y avait des fillettes de joie. C'était même pas des femmes de joie, des fillettes de joie. L'horreur. Donc on peut aussi dénoncer ce qui s'est passé en France. Et donc après on arrivait à le côté de la pornographie, qui a limité certains consommateurs, on va dire, pour être que sur leur écran, que sur l'artificiel, et voyez-vous, répondre à leurs pulsions, mais sans passer à l'action sur le pauvre victime, ou encore consommer les êtres humains, vous voyez, comme un cannibale, on peut l'entendre. Le truc, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que, en fait, au nom que le malin existe dans le monde, et qu'on ait des fous furieux qui n'aient pas été condamnés, comme il se doit, qu'on n'ait pas créé des camps d'internement, vous voyez, des camps du travail, où on enfermerait toutes ces bêtes qui ont une apparence humaine, on en vient à légitimer tout un tas de choses, dont l'éducation sexuelle pour les gamins, dont la pornographie. Je trouve ça ahurissant. Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une attaque contre la conscience humaine. Et l'auteur de ce livre nous dit « Je suis pourtant persuadé que l'envahissement de notre univers culturel par le sexe commercial a quelque chose à nous révéler du contexte dans lequel nous entendons maîtriser notre épanouissement. » Moi, j'ajouterais même que je pense que l'accès à de multiples contenus hypersexualisés ont déjà cassé l'innocence des gamins, qui dès le plus jeune âge, justement, veulent reproduire ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu, et ça mène au drame, ou non d'ailleurs, par racisme, par antisémitisme, par ce que l'on veut, contre la petite juive de 12 ans. Mais ça, c'est une affaire médiatisée. Regardez le nombre de gamins, là, dans les stats de viols et agressions sexuelles, qui ont moins de 13 ans et qui en ressortent dedans. Pas en victime, hein, en coupable. En victime, c'est pareil, c'est astronomique, mais en coupable. Comment des petits gamins de 11 ans, 12 ans, 13 ans ne peuvent pas être à jouer à la petite voiture au Playmobil, mais se retrouvent à demander des pipes, à agresser des filles ou ce genre de choses. Parce qu'ils sont en contact avec d'autres de leur quartier ou non, vous voyez, qui les rendent dans un état où même ils sont mis face à des contenus sur Insta, Snap, etc., qui n'ont pas lieu d'être. Pas entre leurs mains. Alors quand tu casses l'innocence, et cette jeune génération, tu la pervertis. Et tu l'amènes ni plus ni moins qu'à faire des choses ordurières, criminelles. En démontrant son totalitarisme, en défendant ses victimes, on comprend à quel point le sexe devrait être autrement respecté. En exhibant la sexualité sous les projecteurs de notre voyeurisme, on dévalorise sa valeur relationnelle. Et ça emmène certains à, soit par esprit de curiosité malsaine, soit par perversité tout court, si on peut employer à nouveau ce mot-là, j'essaie d'appuyer dessus pour que ça puisse marquer les gens quand même, il passe dans un premier temps des scénarios de l'érotisme. Il y avait d'ailleurs un livre dont je m'étais appuyé sur ça, la différence entre érotisme et pornographie. C'est-à-dire que l'érotisme, il filme certaines scènes, mais il ne va pas rentrer dans les détails ou dans la brutalité. Il laisse un imaginaire s'installer et un décor, un scénario avec. Alors que la pornographie, elle passe les... Vous voyez, l'imaginaire, elle rentre dans le brut. Au point où il y en a certains, après, ça n'a plus d'effet sur eux. C'est plus du coup le rapport d'un homme et une femme, ça va être peut-être de 3 femmes un homme, ou 4 hommes sur une femme, ou ce genre de choses. Et ils vont dériver comme ça des contenus toujours plus violents, qui vont les emmener dans un esprit sadique. On fait quoi de ces gens dans la société? Ils deviennent un danger en soi. Ceux qui pratiquent le BDSM ou ce genre de... Ça existe. Hein. En France, il y a des endroits où des gens se réunissent et il y a des rapports de maîtres et d'esclaves. Ça peut paraître scandaleux, pour d'autres ça peut paraître ténébreux, mais ça existe. Et on fait quoi de ces gens? La loi l'interdit, mais ils se rassemblent. Il y a plein de choses comme ça. On oublie aussi que, jusqu'à preuve du contraire, chacun lui doit en principe la vie. Donc au niveau de la relation sexuelle, la sexualité. Et comment ne pas voir que la rupture du lien entre le désir et son objet a édifié un mur supplémentaire entre les femmes et les hommes, leur interdisant de donner vie à leur vrai projet. Ou derrière, c'est vu que comme une salope qui doit se faire tourner. C'est triste à dire, mais c'est ça. En tout cas, le philosophe, enfin même la philosophe, Michela Marzano, auteur de La pornographie ou l'épuisement du désir,
qui a étudié le phénomène dans le cadre du CNRS, a des mots particulièrement durs pour en stigmatiser l'aliénation. Elle dit « Les représentations porno sont tout, sauf une image de la liberté. Tout est construit à l'avance et soumis à un certain nombre de normes. La femme et l'homme sont censés se conformer à un certain modèle de féminité et de virilité. La jouissance elle-même reste enfermée dans un cadre construit à l'avance. Par ailleurs, le monde du porno est soumis à une série de contraintes méconnues. Ce sont souvent les acteurs eux-mêmes qui dénoncent les excès imposés au nom du marché. En un mot, la pornographie prétend nous apprendre la vérité de la sexualité, mais en réalité, elle nous trompe. La sexualité représentée n'est ni vraie ni libre. Ce qui emmène après certains à des pratiques sodomites. Et ça les marque tellement que même dans leur langage courant, ils parlent que de ça. Et de passer par le trou de balle. Enfin, des choses qui relèvent ni plus ni moins que de la merde, de l'ordurie, quoi. Alors dedans, il y avait également la page 39 que je vous ai sélectionnée, parce que c'est là où on en vient. Quel est l'objectif qui se trouve derrière? Le sexe affranchi. Pour les observateurs les plus optimistes, le divorce entre sexualité et procréation paraît consommé, et chacun d'y trouver son compte. La procréation n'en finit plus de faire sa vie, aussi loin que possible de ce corps qui en constituait la prison et qu'elle asservissait. Le sexe peut vagabonder au gré de ses pulsions. Ça peut être des hommes avec des hommes avec des femmes, etc. Voilà, plein de modèles comme ça, ou un mélange de tout carrément. Le sexe donc peut être dans des nouvelles vies des inséparables de jadis, devenus autonomes, remodèlent donc le destin des hommes, ouvrent de nouvelles perspectives et, reconnaissons-le, font miroiter de nouveaux bonheurs. Car avec la conjonction de la contraception, de l'IVG, de l'AMP, donc aide médicale pour la procréation, tout est devenu possible. C'est là où, en séparant le sexe et la procréation, deux marchés sont ouverts. Pornographie, rencontres, etc. Comme j'ai énuméré avant, mince, désolé pour vos oreilles. Et de l'autre, donc l'IVG, pareil, qui va rejoindre ces marchés, hein, parce que tout ça, c'est facturé. Hein. On ne le voit pas, mais le médecin qui te fait l'acte d'IVG, il facture. Hein. Et c'est la Sécu qui paye. C'est tout le monde, quoi. L'IMG, c'est pareil. L'AMP également, et puis qui mène après à la PMA pour toutes. Et à la GPA. Soi-disant des nouvelles libertés. Le désir sexuel donne libre cours à sa créativité. Certains diront que le sexe, qu'on prétendait faible, prend enfin là sa grande revanche sur la fatalité. Alors, tout ceci arrive à la page 167, là où je m'étais mis le marquage. Quand tu sépares sexe et reproduction, tu viens de fendre ni plus ni moins que le concept d'une famille. Et la nature, c'est-à-dire l'homme et la femme qui peuvent faire un enfant naturellement. Là, tu viens de mettre d'un côté le plaisir et de l'autre la procréation qui devient justement procréatique. J'allais dire l'inverse, la procréatique immédiatement, mais non. Et alors, à ce moment-là, tu autorises le mariage pour tous. En octobre 2012, s'est levé en France un mouvement inédit dans sa nature et son ampleur pour s'opposer dans la rue au projet de la loi Taubira, dit mariage pour tous. Puisqu'il n'y a plus de pratiques sexuelles qui sont interdites, répugnantes. Ça y est, on a ouvert la porte. On était à l'Hadès, aux portes de l'enfer. On l'a ouvert. Ça y est. Le chemin est là. Tout le monde commence à l'emprunter. Au nom d'une liberté, voyez-vous, d'un art, de la possibilité de se libérer. Le succès de la manif pour tous a surpris. Personne ou presque n'imaginait que des enjeux de civilisation puissent provoquer une telle mobilisation à l'heure où la crise économique et sociale préoccupe à juste titre le plus grand nombre de nos concitoyens. Initiative par des catholiques, par des traditionalistes, par des gens qui ont encore des valeurs, qui n'a pas été rejointe, cette manif, cette mobilisation, par les musulmans. Donc les Africains du Nord, ce genre de choses, même les autres Africains. Et vous étiez où pour vous mobiliser avec la manif pour tous? Au point même où on en a certains maintenant qui nous disent qu'en fait ils sont défenseurs des minorités.
Et l'islamo-gauchisme a tellement pris que tu as certains, enfin même si c'est de la taquilla, on le reconnaît, mais qui arrivent et qui vont dire qu'eux, ils sont pour que chacun s'adonne à sa sexualité, que dans la rue, il est normal de voir deux hommes, deux femmes s'embrasser, qu'ils puissent adopter est tout à fait normal. Et encore qu'on passe maintenant la procréatique par la technique, c'est admissible. Donc à cette époque, aucun pays européen avant la France n'avait témoigné une telle vigueur et bénéficié d'une telle assise populaire dans la contestation du mariage homosexuel. Il est clair qu'une manifestation qui dépasse le million de personnes, et quasiment que des autochtones blancs, ceux qui veulent défendre leurs droits, leurs traditions héritées depuis l'Église, et voient un sabotage, où d'un côté tu as de la maçonnerie, par des Mélenchon qui favorisent le Pax, le mariage pour tous, d'autres qui s'activent à des marchés capitalistes, que des Beauvoir à bien d'autres. On est dans un trafic de la femme. Et que les autres, voyez-vous, ils vont dans un même temps critiquer l'Occident en disant « Regardez toutes ces pratiques immondes, on les voit dans la rue, leur mode est fierté, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde la façon dont ils se vêtissent, dont ils parlent, ils sont percés là, ils sont tatoués, ils n'ont aucune droiture, aucune élégance. » Ils rigolent de l'Occident. Demain, ça va se produire chez eux. Et ça sera bien fait pour eux, même si je ne leur souhaite pas, parce qu'en fait, ils ont fait qu'une seule chose. C'est que quand ils sont arrivés dans les années 70 et qu'il y a eu ces mêmes mouvements, au lieu de suivre les chrétiens français, les autochtones qui disaient ras-le-bol de ces propagandes, de ces interventions dans les écoles, eux, ils se sont dit « laissons faire ». Comme ça, l'image de l'Occident se dégrade et on pourra demain récupérer le pouvoir. Ils sont autant coupables, hein. Il faut pas se leurrer. Donc après, il continue sur la manifestation. Et moi, je vais vous emmener à... ici, c'était la fin d'un monde, donc c'est celui-ci. Page 120. 120, pour comprendre pourquoi le mariage homo est un scandale. Quelques jours plus tôt, le 16 novembre, le député Jean-Louis Touraine a officialisé les bruits qu'il avait contribué à faire courir. Le gouvernement ne tiendra pas le calendrier annoncé. Même si l'exécutif maintient de son côté qu'il a bien l'intention de présenter son projet début 2019, plus personne n'y croit. Furieuses, les associations LGBT dénoncent un report en forme d'aveu de faiblesse. Pire encore, ce report interroge sur la volonté réelle de porter cette réforme essentielle. De quoi on parle? Écoutez bien. Comment savoir si, comme en 2013, les reports ne s'enchaîneront pas jusqu'à l'abandon de la promesse? Une annonce suivie, 2 jours après, par les propos de Laurent Wauquiez, qui ont provoqué une vive polémique. Mais de quoi peut-il bien s'agir? Je vous vois déjà vous agiter. Devant des militants de Sens communs réunis à Asnières, près de Paris, lors d'un colloque intitulé « La droite que nous voulons est conservatrice », le désormais ex-patron des Républicains déclarait qu'il existe un engrenage entre le mariage des couples homosexuels qui aboutit, selon lui, écoutez-le bien, nécessairement à la marchandisation des gamètes humains et à l'eugénisme. Ça y est, vous vous remémorez tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo avec Margaret Sanger présentée comme défenseur des femmes, alors qu'elle est pour l'eugénisme, suivie de... Comment elle s'appelle déjà? De Beauvoir. Pareil. Côté lesbienne, des rapports, etc. Par des Mélenchon et d'autres encore qui ont favorisé au Pax, au mariage homo. Donc derrière, à l'adoption qui en soi est un marché. Il y a un trafic d'êtres humains inacceptable. D'ailleurs, on devrait se pencher dessus. Il y a le côté de la PMA pour toutes qui va emmener à la marchandisation des gamètes. Et il y a la GPA, la marchandisation des femmes, qui nous fera comprendre l'utérus artificiel, l'objectif final, et les bébés à vendre, le scandale. Donc ça sera dans la prochaine partie. Et dans les parties qui suivront, voilà, c'est le livre que je cherchais tout à l'heure qui était à proximité. Je l'avais en format PDF et du coup, je l'ai récupéré, je l'ai acheté en papier. Dedans, c'est sur les côtés pavloviens, le conditionnement de comment ils arrivent par des stratagèmes à mettre des
stimuli partout pour justement que leur scénario puisse se faire. Donc, le viol des foules par la propagande politique. Et dedans, il y avait quand même un endroit où il parle des besoins à nouveau. Alors ça va être normalement, je crois, c'est juste là. Attendez que je retrouve ça. Tac, 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 tac. Vous étiez un petit peu avant. Bon. Ah, peut-être... Voilà, là. Voici donc un tableau schématique d'ensemble de ce système. Mécanisme de conservation de l'individu. Pulsion combative. Pulsion alimentaire. Mécanisme de conservation de l'espèce. Pulsion sexuelle. Pulsion parentale. Je pense que de ces concepts-là, ils en sont arrivés à comprendre comment ils pourraient façonner le monde de demain. Et marchander de A à Z. Ce qui nous emmènera d'ailleurs à un autre livre, donc il y a Bébé sur mesure de Blanche Streb, excellent livre, et Le siècle biotech de Jérémy Rifkin, mais aussi, et c'est là où vous verrez la suite de cette série, je pense qu'il y aura au moins 5 ou 6 épisodes, voire un bonus avec en 7, le corps marché. Qu'est-ce qui est plus abouti si ce n'est le biocapital? Une fois qu'on a asservi tes bras, qu'on a abruti ton cerveau pour la publicité ou ce genre de choses, en fait, de te forcer à consommer, il reste un élément des plus essentiels, c'est tes gamètes, c'est tes cellules, pouvoir les vendre, pouvoir les mettre en culture et pourquoi pas les breveter le vivant, ce qui mènera à tout ce qu'on observera pour la suite. Je vous remercie d'avoir été présent. La vérité est notre avenir. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et dites-moi d'ailleurs, puisque je suis aussi en réflexion sur mes axes de progrès, on parlera aussi de la dignité, ce que vous pensez de ce que je pourrais améliorer. Peut-être ma façon de présenter les choses, est-ce que c'est trop en exposé, le flux de ma parole, ou bien la hauteur de mes mots avec l'articulation. Dites-moi s'il y a des progrès à faire sur ça. Et je suis à l'écoute de tout le monde. N'hésitez pas à trouver la petite flèche juste en dessous pour partager, prendre l'URL et mettre ça sur différents réseaux. Croyez-moi que ça vous prend 2 minutes, mais que de mon côté, je trouve ça hyper efficace, ça partage. Et si vous le faites, je vous promets de mettre à la démarche pour, on va dire, un hors-série Big Data. Le cinéma avait déjà tout imaginé. À l'époque, je vous avais fait, donc en 2017, j'étais encore jeune, 19 ans, et j'avais beaucoup de tics de langage qui revenaient. C'est pour ça que pour moi, je les publie un peu, mais j'évite de trop rester dessus, parce que je me dis, putain, il y avait d'excellentes idées, des raisonnements qui étaient là, mais j'avais du mal à les exprimer, peut-être par un manque de vocabulaire ou autre. Avec le temps, on évolue, et on va dire que le lexique augmente. Bref, j'avais fait donc un épisode sur les films qui nous présentent le futur et un autre que je n'ai pas republié sur les séries également qui nous annoncent l'avenir. Et je pense que je vais vous refaire un épisode, parce que vous avez vu, je vous ai remis 1 minute avec l'idée de Matrix que je pourrais aujourd'hui vous apporter avec plein d'arguments en plus, où on nous a, en fait, on a compris notre comportement, comment il fonctionnait, les études, Milgram, H, Pavlov, la fenêtre d'Overton, et on pourrait comme ça en citer pléthore d'autres encore, et le côté du neuromarketing. Et l'étude, le regard, où il se positionne, quelle couleur peut, ou une odeur diffusée, vous voyez, t'amener à une décision qui, quelque part, a été élaborée. Ça pour dire que ils reproduisent, en fait, nos comportements, ils veulent les mettre dans la mécanique, comme on l'a vu avec certains robots, je ne sais plus comment il s'appelait, là, avant d'avoir Julia, non, c'est pas Julia en plus, c'est comment elle s'appelle, Sophia, plutôt. Avant d'avoir Sophia en Arabie Saoudite, on en a eu bien d'autres, qui étaient peu développés, mais qui utilisaient un peu de langage et qui avaient des mimiques au niveau du faciès, pour mettre une intonation avec de la joie et présenter un sourire. Vous voyez, c'est-à-dire mettre en relation plusieurs choses. Bref. Et derrière, à l'époque, je disais, voyez le film The Circle, par exemple,
avec la montre connectée, ils vous injectent un produit, ils sont capables de vous suivre, de vous traquer, de savoir votre état de santé. J'allais même plus loin, je disais, après Big Brother se trouve Big Mother. Donc le grand frère qui est là, ses yeux sont rivés partout, il te surveille, attention à ce que tu fais, il va te tirer l'oreille. Et Big Mother, c'est le sentiment. C'est la mère, même quand vous ne parlez pas, qui détecte. Vous voyez, sur votre visage, il y a un truc qui va pas. Ou dans votre façon de parler, tu caches un petit truc là. Qu'est-ce qui s'est déroulé lors de ta journée? Il y a eu un conflit? Ou au contraire, une très bonne nouvelle, mais tu veux pas m'en parler maintenant? En tout cas, la mère est capable de détecter ça. Vous voyez, c'est un peu le lien d'ailleurs mère-enfant, peut-être qui est ramené par l'ADN mitochondrial, par bien d'autres choses qui ont été transmises par l'hérédité. Et je disais, donc la montre connectée, c'est Big Mother. C'est-à-dire que tu lui as pas parlé, qu'elle a déjà mesuré ton rythme cardiaque, ta chaleur corporelle. Et puis même lorsque tu viens t'exprimer, mais que tu veux lui cacher des secrets, cette technologie-là est en capacité aujourd'hui de voir la modulation de ta voix et selon l'heure de la journée, savoir si c'est un coup de fatigue, si au contraire t'es boosté, quel sujet d'actualité peut t'animer ou au contraire te rébuter et te faire un peu peur. Et tes interlocuteurs, un détecteur de mensonges. Est-ce que tu dis vrai avec celui, par exemple, surtout entre femmes, vous voyez, ah toi t'es la plus belle ou ce genre de choses. Est-ce que vraiment c'est un compliment ou au contraire c'est un mensonge juste pour conforter la fausse relation établie? Donc Big Mother est bien plus puissante même que Big Brother. Et là où j'en revenais après, c'était aussi de dire, à l'époque quand il y avait Black Mirror et puis il y avait l'iPhone 10 qui était sorti en avance, avant même qu'on ait la conférence comme ils la font chaque année. C'était déjà dans la série avant qu'il y ait la conférence. Et je vous disais, c'est incroyable, vous allez voir, ça sera l'iPhone, etc. Cette vidéo, je la repartagerai si vous voulez. Et dedans, je disais, vous voyez, les caméras. Avant, il n'y en avait qu'une seule sur l'appareil, sur le smartphone. Aujourd'hui, tu en as au moins 3 objectifs pour vraiment avoir le stabilisateur, focus, pouvoir faire du zoom. Tout ça, c'est pour reproduire l'environnement. Mis dans, voyez-vous, la matrice. Il n'y a plus besoin des voitures de Google qui passent dans les rues et qui sont... Les smartphones, s'ils le veulent, ils se connectent comme avec l'affaire de Snowden, il était dit. Ils peuvent accéder au micro et à la caméra, sans même que tu aies une moindre notification ou que tu le vois. Je pense qu'ils sont capables de reproduire tout l'environnement. Vraiment. Qu'avec les caméras aujourd'hui, on est capable, les algorithmes, de voir la profondeur et à chaque passage, téléphone sorti ou autre, de reproduire une pièce, de reproduire tout le décor. Et ce qui mène à Inception. Je vous en dis pas plus, je pourrais développer comme ça pendant des heures, mais c'est une surprise. Pour ce faire, n'hésitez pas à liker au maximum, à mettre des commentaires sur mes axes de progrès, sur ce que vous avez retenu des vidéos, sur les informations, et pourquoi pas ajouter vos propres analyses. Il faut se mettre à l'exercice aussi, de travailler son opinion pour, contre, pourquoi pas un peu de neutralité. On reviendra après sur la dignité, sur la médecine de mort, puisque là, on va d'ailleurs arriver à cette dignité qui est importante et à bien d'autres choses encore. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. La vérité est notre avenir. Bye.